c'est le thème de ce panel, on va dire ça comme ça. Alors moi d'abord, je voudrais saluer la qualité et le succès de l'événement. 3000 personnes, c'est un vrai succès. Bravo. Vraiment. On peut le dire. Ce forum a été pensé comme un événement européen. Je salue vraiment la pertinence du choix. La démocratie est un champ plus large que le champ franco-français, car nous observons la montée des populistes en Europe, l'abstention qui progresse en Europe et la confiance du citoyen qui s'érode en Europe. Donc, le débat d'aujourd'hui, qui est bien évidemment sur nos institutions, sur notre constitution, sur notre démocratie, ne se limite pas quand même au champ. La démocratie, en règle générale, ne se limite pas seulement à l'Hexagone ou à l'Hexagone et ses outre-mer. Ça va beaucoup plus loin parce que la France est un modèle du genre depuis très longtemps. Donc, mais en France, enfin, on constate quand même, depuis l'avènement de la Ve République, la participation qui baisse continuellement et qui baisse cruellement, scrutin après scrutin. C'est le cas pour les élections législatives, avec 30 points de perdus en 40 ans, pour atteindre un taux de participation d'un électeur sur 2. Le constat est le même pour les élections régionales ou encore locales, avec la situation désastreuse que nous avons connue, bien évidemment, pendant la période du Covid. On s'interroge, l'élection présidentielle échappe encore à la désaffection, mais on peut s'interroger et se poser la question de savoir pour combien de temps encore. Alors, dans le même temps, l'appréciation des Français pour les partis politiques marque un terrible constat. Des personnes interrogées, seuls 16% disent avoir confiance en eux. Le chiffre est 2 fois supérieur chez nos voisins allemands. Pire, quand on les interroge sur le rapport à la politique, nos concitoyens éprouvent en priorité de la méfiance, pour un tiers d'entre eux, puis du dégoût, ce qui est grave, pour environ 20%. Ils sont plus de 80% à penser que les responsables politiques ne se préoccupent pas des citoyens. Les médias, bien évidemment, jouent un rôle dans cette désaffection. La pluralité des médias commence à se poser sérieusement. Ce constat est mortifère. Le renouveau de notre démocratie est donc une question prioritaire. Et vous l'avez peut-être vu, le président de la République s'en est saisi début septembre. Il s'est adressé à l'ensemble des dirigeants des partis politiques et leur a demandé de réfléchir à la question démocratique. Il est fortement conscient de l'enjeu. Des échanges auxquels ont participé notre secrétaire général Stéphane Séjourné, il en est ressorti. Tous les participants se sont retrouvés autour de la nécessité de rendre l'action publique plus claire, plus lisible, plus efficace, plus déconcentrée. Deuxième point, les mécanismes participatifs qui ont été installés ces dernières années, grand débat, convention citoyenne, implication du Conseil économique et social, étaient complémentaires du travail parlementaire et des expressions directes du peuple, élections ou référendums, sans pour autant les concurrencer. C'est quand même important de le signaler. Certaines questions doivent être travaillées dans les prochains mois, puisque la discussion n'a pas fait émerger de consensus. Référendum, révision constitutionnelle, autonomie de certains territoires. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici donc, pour parler de ces grandes questions de démocratie et de nos institutions. Pour ce faire, nous accueillons Franck Riester, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Il est aussi notre secrétaire général délégué aux élections de Renaissance, et ce n'est pas un cadeau. Voilà. Sacha Houlier, député de la Vienne. Ah, ça va, hein? Président de la commission des lois, et je peux rajouter un des premiers soldats de la première heure. Voilà.
Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, que nous accueillons. Bienvenue. Alors, comment moderniser nos institutions dans une république en mouvement ? Notre débat se déroulera en 3 parties. D'abord, nous prendrons le temps du constat sur nos institutions et le fonctionnement de notre démocratie. Ensuite, nous aborderons les solutions que chacun ici envisage autour d'une grande question, qui est la mienne. Comment remettre le citoyen au cœur de notre démocratie ? Et enfin, nous vous écouterons, nous entendrons la salle, car cette conférence est aussi et surtout la vôtre. Alors, la parole est à Benjamin Morel, parce que vous dressez, dans votre dernier ouvrage, un portrait des fractures, de la fragmentation, on peut dire, de l'archipélisation, c'est un mot, on peut le dire aussi, qui traverse notre territoire et qui traverse notre société. Alors, Benjamin, vous avez la parole pour quelques minutes, 5 minutes, si vous voulez bien, voilà, pour nous expliquer un petit peu votre pensée et pourquoi ce livre. Alors, merci beaucoup. Merci à tous d'être ici puis de vous intéresser à un sujet qui peut apparaître ardu, mais qui en fait est essentiel, qui est le sujet des institutions. On a toujours l'impression que les institutions, c'est secondaire, mais au fond, toutes les politiques publiques que l'on peut mener, toutes les réflexions que l'on peut avoir sont fondamentalement dépendantes du cadre institutionnel et de la manière dont on se reconnaît dans ce cadre. Alors, je ne vais peut-être pas passer les 5 minutes sur le livre qui porte notamment sur la question du régionalisme, qui est un sujet évidemment d'actualité avec aujourd'hui la question de la Corse. On a en effet une des fractures qui sont profondes. Ce qui s'est passé il y a 1 an et demi avec les manifestations après la mort d'Ivan Colonna, le fait qu'une collectivité de la République mette ses drapeaux en berne en l'honneur d'Ivan Colonna, le fait qu'après le discours du président de la République, qui à mon avis pose un certain nombre de problèmes, vous verrez que je suis parfois un peu poil à gratter durant cette conférence sur ce type de sujet, c'est mon côté punaise de lit. Vous applaudissez les punaises de lit. Non. Il y a en effet un certain nombre de sujets. Je crois que sur cette question du régionalisme, sur lequel, encore une fois, je vais parler sans non plus passer toute l'intervention dessus, on a souvent l'impression qu'on est une forme de pays étrange en Europe qui ne souffront pas justement de ce type de phénomène. Or, si vous regardez aujourd'hui la situation qui est la nôtre, on est à peu près dans les mêmes dynamiques qu'ont connues jadis l'Espagne, la Grande-Bretagne. Et c'est ce que tente de démontrer le livre. Le fait que la région de Bretagne demande son autonomie le jour même du discours du président de la République montre que là, nous rentrons dans une logique de surenchère qu'on connaît partout en Europe et pour lesquelles, quand vous regardez les chiffres, nous ne faisons pas exception. Et c'est à la fois révélateur et inquiétant. Révélateur parce qu'en réalité, ces régionalismes ne sont pas, je dirais, les causes de notre malaise national. Ils en sont la conséquence. Parce que nous n'avons pas de projet commun, parce que nous n'arrivons pas à avoir confiance en nous comme communauté politique, et bien que certains individus qui souvent, d'ailleurs, n'ont pas vraiment grandi dans ces cultures locales, mais vont se chercher une identité, même phénomène dans nos banlieues en réalité, où qui suis-je, que fais-je ? Postmodernisme, je me trouve une identité et je trouve le drapeau qui ne peut pas être celui de la République, mais qui en est un autre. Et donc là-dessus, on a réellement une mission pour justement réengager politiquement l'ensemble de nos concitoyens. L'autre élément, c'est qu'on rentre dans une logique de surenchère qui fait que si nous la laissons dégénérer, nous risquons fort, parce que personne n'a trouvé la solution en Europe, une fois que cette surenchère est lancée, nous risquons fort ensuite d'en payer gravement, profondément le prix. Parce que toute politique publique, le fait même d'avoir une solidarité nationale, devient impossible quand nous n'avons plus l'impression d'appartenir au même corps politique. Les revendications, c'est « je ne payerai pas pour les plus pauvres ». Je ne payerai pas pour les territoires qui ne font pas partie en réalité de la même communauté que moi. Et on est en train d'arriver à ça. Le taux de breton qui se dit plus breton que français passe en quelques années de 20 à 40%. Ce n'est pas un phénomène corse. Le pourcentage des partis-nations en Corse est passé en 10 ans de 20 à 70%. Il se passe quelque chose dans tous nos territoires, dans certains territoires en tout cas, et je crois qu'il faut y être extrêmement attentif, il faut être extrêmement inquiet de ça. Quand le président de la République dit « on va faire entrer la Corse comme communauté culturelle dans la Constitution », je comprends l'idée, il s'agit de ne pas parler de peuple corse parce que le peuple n'est pas connoté dans notre Constitution. Le peuple, par définition, c'est le souverain.
Donc c'est une sorte de modus vivendi. Mais si vous faites rentrer une communauté culturelle dans la Constitution, qu'est-ce que je dis, moi, en tant que constitutionnaliste demain, quand un jeune des banlieues viendra me dire « Mais attendez, moi, j'ai une communauté culturelle, je veux qu'elle soit reconnue ». Ben, je devrais lui dire non, parce qu'en réalité, on reconnaît la communauté culturelle corse, mais pas la tienne. Si je dis ça, soit je lui dis, ben, en fait, il faut qu'on la reconnaisse également, parce que la tienne a une égale dignité, ou je lui dis non, la tienne est moins digne. Et ça, je suis désolé, ben, ce n'est plus la République. Donc vous voyez, on entre dans des choses qui profondément peuvent être dangereuses, et qui révèlent en effet le fait qu'aujourd'hui, on ne construit plus du commun. Vous parliez de l'abstention. C'est très intéressant l'abstention parce que quand on pense abstention, en règle générale, on pense technique. On pense notamment, j'ai écrit un article là-dessus, vote électronique. Le vote électronique, il est interdit en Allemagne parce qu'en réalité, on a peur en Allemagne sur le vote électronique que cela crée de la théorie du complot. Si moi-même, je ne suis plus en capacité de suivre tous les moments de l'élection, le doute est permis. Et si le doute est possible, si le doute est permis, à ce moment-là, c'est tout l'édifice de la confiance démocratique qui s'effondre. Mais le problème, c'est pas qu'un jeune ne prenne pas son smartphone pour voter. Le problème, c'est qu'un jeune ne prenne pas 15 minutes tous les 3 ans pour aller voter. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas voter ? Smartphone ou bureau de vote ? En réalité, parce que nous sommes dans une crise de la représentation. C'est une banalité de le dire, mais il faut bien comprendre que la crise de la représentation, ça a 2 versants. Une crise de la représentation, c'est une crise de la représentativité. Est-ce que vraiment le personnel politique aujourd'hui me ressemble ? Et là, on a quand même quelques solutions, c'est-à-dire que prenez un débat lancinant, par exemple la question de la proportionnelle. On a des études qui montrent que la proportionnelle, c'est plus 7 points de participation, plus 12 points chez les jeunes. Parce qu'en réalité, les jeunes vont avoir un rapport utilitaire au vote. Ils vont avoir un rapport utilitaire, si je suis dans une circonscription où j'ai perdu d'avance de toute façon, pourquoi aller voter ? Donc vous voyez, on a quand même un certain nombre d'outils qui permettraient de dynamiser cette participation. Et ensuite, vous avez l'enjeu. Vous avez parlé de l'efficacité de l'action publique, c'est central parce que représentation, et je m'en arrêterai là, c'est également agir au nom d'eux. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, le politique peut ? Est-ce que le politique peut changer le réel ? Est-ce que le politique peut transformer la vie en commun ? Si je pense que non, alors je me replie sur ma petite sphère, soit sur, en effet, ma petite communauté, soit même sur mon petit individu, mon petit nombril. Si je pense que le politique peut, alors je me mobilise. Regardez un peuple extrêmement abstentionniste, les Américains. Les Américains ne vont théoriquement pas voter. Ça ne les intéresse pas. Sauf la dernière fois. La dernière fois, il y avait un enjeu. Trump ou Biden, ou plutôt Trump ou pas Trump. Et là, ils se sont mobilisés. Si nous redonnons le sentiment que le politique peut à nouveau, que le politique peut changer le réel, il n'y a pas de mystère. Les gens reviendront dans les urnes. Si nous avons le sentiment que le politique, au fond, n'est qu'un spectacle, nous n'y arriverons pas. Et je termine là-dessus. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. Parce que on dit souvent, le constitutionnaliste entend souvent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les institutions ? C'est la question que vous m'avez posée. Il y a des choses à changer, très clairement. Mais regardez l'Occident. De la Suède au Portugal, de la Pologne aux États-Unis, il n'y a pas une démocratie occidentale qui va bien. La crise qu'on vit, c'est nos institutions, mais ce n'est pas d'abord nos institutions. La crise que l'on vit, c'est une crise de l'espace public. Comment est-ce qu'on débat en commun ? Comment est-ce qu'on pense en commun ? Comment est-ce qu'on veut en commun ? Et là, vous avez parlé des médias. Vous avez parlé de l'organisation, il y a des états généraux qui ont été organisés de l'information, ils sont tout aussi importants que toute réforme institutionnelle. La manière dont on pense en commun et dont on réfléchit, dont on pense le rôle des médias, c'est profondément important. On a peu de campagnes départementales et des régionales parce que les médias avaient Covid. C'est un vrai problème démocratique. Si on ne parle plus politique, si on ne parle plus bien politique, on ne peut pas s'attendre à arriver à mobiliser. Et je m'arrêterai là-dessus pour l'instant. Merci Benjamin. Vous nous avez mis en garde sur des logiques de surenchère, sur les identités multiples, sur la péréquation territoriale qui est de moins en moins acceptée, sur la crise de la représentativité et sur la capacité à changer le réel. C'est tout un programme. Maintenant, on va entendre Sacha, Sacha qui est parlementaire depuis 2017, qui est au contact de ses concitoyens dans sa circonscription. Ça se voit, ça se voit, et qui est président de la commission des lois. Quel constat tu dresses sur le fonctionnement de notre démocratie et sur l'institution dans laquelle tu œuvres chaque jour ? Merci. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je voudrais vous remercier, monsieur le professeur, parce que je ne pouvais pas avoir de meilleur lancement que votre conclusion. Puisque, avant de vous parler en tant que parlementaire, président de la commission des lois ou militant,
je voudrais vous dire ce qu'on vient de constater en tant que président de la délégation parlementaire au renseignement. Et si le thème c'est l'épinesse de lit, alors j'avoue d'être un peu grattant aussi, puisque ce qu'on constate, c'est que la démocratie est aujourd'hui dans le monde un handicap. Et c'est un handicap face au régime autoritaire, et qui d'abord ont la faculté de nous déstabiliser beaucoup plus facilement, et qui en plus ont tenté de démontrer, parfois à grands coups de démagogie et de grands renforts de communication, que leur fonctionnement autoritaire, autocratique, voire totalitaire, avait produit plus de performances pour leurs concitoyens que nos démocraties. La crise sanitaire en était presque l'exemple le plus criant. Et donc, par rapport à ça, on a des mécanismes de défense qui doivent être autrement plus puissants et qui, lorsqu'ils sont mobilisés, qui peuvent être des mécanismes de blocage, de régulation de l'information, d'organisation de certains milieux économiques ou de prévention, voire d'éducation de ces élus par rapport aux ingérences ou aux influences étrangères, qui font qu'on pourrait nous accuser en plus d'être, nous, ceux qui déstabilisent la démocratie alors qu'on la protège. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qui fait que tout ça crée le contexte décrit juste avant moi, de distance des citoyens avec les questions institutionnelles. Et de distance des citoyens en disant, puisque, 1, ça ne m'intéresse pas, 2, c'est extrêmement technique, 3, quelque part, ça n'a aucune incidence sur ma vie réelle, eh bien, je m'en éloigne et je choisis de ne plus le questionner. Rappelez-vous, en 2016, la toute première convention que fait Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, en restitution de la Grande Marche, c'est une réunion à Strasbourg sur les institutions. C'est le socle de tout ce qui a forgé l'engagement de la révision constitutionnelle qu'on avait défendue alors. C'est la proportionnelle, c'est le non-cumul des mandats dans le temps, c'est la question également de la réduction du nombre de parlementaires, et j'y reviendrai parce que j'y suis toujours favorable. Et donc, coucou à mes amis parlementaires dans la salle. Mais de ce point de vue-là, ce que je peux vous dire, c'est que le sujet était extrêmement fort dans la campagne de 2017. Il était quasiment absent de la campagne de 2022. Et ce n'est pas anecdotique, ça veut dire aussi le recul qu'ont pris les gens par rapport à ça. Le recul, y compris que nous avons pris en tant qu'élus, parce que de nous être saisis de toutes ces questions institutionnelles, qu'il s'agisse de révision en dur de la Constitution, ou qu'il s'agisse de règles que l'on s'impose à nous-mêmes, c'est-à-dire des règles d'interdiction d'employer des membres de notre famille, des règles de meilleure hygiène démocratique, notamment sur la justification des frais de mandat, des règles qui mettent fin à des mécanismes, de mon point de vue, qui demeurent totalement éculés, comme la réserve parlementaire, eh bien, tout ça, nous n'avons tiré aucun profit ou aucune grâce. Donc ça montre un recul de l'intérêt de nos concitoyens pour ces questions institutionnelles. Et en même temps, il y a une forme de fonctionnement dans lequel le citoyen s'acclimate bien des règles établies. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'adaptabilité ou presque de caméléon du citoyen dans la règle. Je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est la conséquence des élections législatives dernières. Il n'y a pas de proportionnel aux législatives, et pour autant, les citoyens se sont arrangés dans des circonstances qui sont particulières, celles d'une première depuis près de 30 ans où le président de la République est reconduit dans ses fonctions, pour créer une majorité relative. Et donc, quelque part, créer une situation dans la représentation nationale qui correspond peu ou prou à un tripartisme que vous connaissez de toute façon dans la vie politique. Parce que ce tripartisme, il est établi entre une gauche qui se radicalise, entre une droite qui s'extrémise, et avec un grand centre qui, à l'image de ce qu'on connaissait au début de la Troisième République, est obligé, pour gouverner, dans la responsabilité, dans l'intérêt de tout le monde, de s'unir et de faire fi de ce que sont des différences de sensibilité, mais au fond, protéger l'essentiel, la République. Premier exemple. Deuxième exemple, le référendum, où on a utilisé le référendum, et notamment le référendum d'initiative partagée, pour faire échec à des réformes que le Parlement avait ratifiées. Un succès, le référendum entrepris par les socialistes contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Alors, le mécanisme institutionnel n'a pas fonctionné en tant que tel, puisque le référendum n'a pas eu lieu, mais toute la démarche entreprise a déstabilisé totalement l'entreprise de privatisation d'ADP, qui aurait pu avoir de nouveaux actionnaires et donc avoir une rénovation de l'outil. La privatisation n'a pas eu lieu. Un échec, la réforme des retraites, puisque le RIP a été jugé irrecevable par le Conseil constitutionnel. Alors,
sans présumer les réponses qui vont être les nôtres par rapport à ces constats que je fais devant vous, on a quand même des marqueurs qui sont assez intéressants et sur lesquels on peut amener les gens. D'abord, la façon de réintéresser les concitoyens. Puisqu'on ne peut pas les intéresser par des questions qui sont directement institutionnelles, puisqu'on ne peut pas leur poser la question de quelle république voulez-vous, de quelle organisation territoriale souhaitez-vous. On a rencontré énormément de conflits sur l'organisation de quelle strate faudrait-il enlever, du millefeuille territorial, du type d'élection, etc. On peut l'intéresser par des éléments qui ont directement un impact sur sa vie. Le permis de conduire dans les zones rurales. Voilà. Ça, c'est-à-dire quelle mobilité on veut, comment on veut que les jeunes participent. À partir de quand on est citoyen? Est-ce qu'on est citoyen à 18 ans? Est-ce qu'on est citoyen à 17 ans quand on peut passer le permis à 17 ans? Comment je participe? Donc comment je m'intègre dans un espace public? Et donc comment la société civile s'intéresse à moi? C'est aussi, quand on fait ce type d'action publique, ce qu'on dit aux gens au-delà même de questions de mobilité qu'on règle. Comment on parle aux gens? Nous, dans le système qu'on a construit, on voit certaines actions. Les maisons France Service, 2300 partout en France. Les gendarmeries, 250 qui vont revenir sur le territoire. La réouverture des lits d'hôpitaux, qui sont la conséquence de l'attractivité des soignants. Tout ça, c'est un grand message qu'on renvoie sur le service public et le retour de l'État partout. Le retour de tous les services publics dans tous les territoires. Et donc l'intérêt que tous les citoyens ont à participer pour tirer les fruits, pour tirer parti ou pour tirer le bénéfice de l'engagement collectif. Ça, c'est une des premières réponses sur lesquelles on peut se baser, qui n'est pas ce qui peut être ressenti comme du blabla pour faire revenir des gens à la politique. Merci Sacha. Tu as dit énormément de choses en très peu de temps. La fragilité de nos démocraties face à des régimes autocratiques. Et tout en protégeant la démocratie, on apparaît comme étant très fragile par rapport à tout ça. La transparence, nous n'en avons tiré aucun profit, et ça, on peut le constater. Les citoyens ont imposé finalement la proportionnelle, on peut le dire comme ça aussi. Sur la démarche du référendum, la démarche a eu lieu, mais sans succès final. Pour la retraite, le RIP a été jugé irrecevable, probablement pour des questions, je ne sais pas pour quelles questions, mais c'était irrecevable, donc c'est... Vous ne pouvez pas déjuger un an après. Voilà. Et puis, sur la question du citoyen, tu proposes, et ça fait partie de la deuxième partie, mais tu auras des choses à dire, je suis sûre, il faut mobiliser le citoyen sur des questions qui les concernent directement, en fait. Franck, à toi la parole. Monsieur le ministre. Merci de me donner la parole. Non, mais bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'échanger avec vous sur cette question. Je pense que c'est bien d'avoir une grande partie d'échange et de dialogue. Ce qui vient d'être dit par les deux orateurs précédents est tout à fait pertinent. Je crois que c'est vrai que nos démocraties sont challengées. C'est vrai que certains pays considèrent que leur régime politique, illibéraux, autocratique, est plus efficace pour leur pays, pour leurs citoyens. Et nous devons donc, nous, continuer de défendre avec beaucoup de force notre démocratie parce qu'elle n'a pas à rougir, notre démocratie. Et même si, évidemment, on le sait, il y a une crise démocratique, une crise politique, nous devons réaffirmer avec beaucoup de force la pertinence de notre régime démocratique, même s'il doit évoluer. Renaud, tout à l'heure, à la fin du Conseil national, à 9h, a dit des choses très justes en disant « Arrêtons de toujours voir le côté négatif, soyons convaincus qu'en France, on a beaucoup de chance, et on a notamment beaucoup de chance de vivre dans un régime politique, démocratique, stable, qui permet à la fois d'assurer l'état de droit et de garantir l'expression de la souveraineté politique et la souveraineté du peuple. Et ça dure depuis 65 ans. On a fêté avec le président de la République et quelques personnalités, et le président du Conseil constitutionnel, mercredi, et la Première ministre aussi, le 65e anniversaire de notre Constitution. La Constitution, c'est ce qui nous permet de vivre en commun, d'organiser la cité, d'organiser la vie politique, de garantir un certain nombre de droits fondamentaux qui sont prioritaires à toute autre chose. Et cette Constitution, elle a 65 ans. Et elle nous a permis d'être dans un pays avec une grande stabilité politique, qui a permis à la vie politique de s'exprimer,
a permis de traverser de nombreuses crises, de mai 68 à la crise Covid, en passant par toutes les crises qu'on a pu constater et vivre depuis maintenant 65 ans. Elle a permis de vivre aussi des réalités politiques très différentes, entre des majorités absolues avec une cohérence entre l'occupant de l'Élysée et la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, des majorités relatives comme aujourd'hui, des cohabitations. On a permis des alternances. Et donc ce régime politique a permis de faire vivre notre démocratie de la meilleure façon possible, avec aussi une capacité de se renouveler. En 2017, il y a eu un renouvellement des députés d'une façon très importante, avec l'arrivée de femmes, de gens d'horizons très différents, avec une entrée très massive de la société civile à l'Assemblée nationale. Donc on a un régime qui réussit à s'adapter et à permettre de relever un grand nombre des défis politiques qui sont, auxquels nous sommes confrontés depuis 65 ans. Et on voit qu'ailleurs, dans d'autres démocraties, c'est des fois beaucoup plus complexe. Regardez ce qui se passe dans un certain nombre de démocraties où ils mettent des mois, voire des années à avoir des coalitions et des gouvernements. Ou dans certains pays, ils enchaînent élection sur élection parce qu'ils sont incapables d'avoir une majorité qui permet d'agir au service de leurs compatriotes. Regardez ces coalitions, on le voit encore parfois dans certains pays, je pense à l'Allemagne, qui malgré l'accord de coalition entraîne un grand nombre de difficultés pour agir. Et vous pouvez demander aux ministres qui sont, ou même aux députés qui sont en lien permanent avec leurs collègues, mais aux ministres qui sont en lien avec leurs collègues, la difficulté pour arriver à avoir des décisions en Allemagne dans la coalition qui est actuellement en responsabilité en Allemagne. Donc nous avons un système qui permet des majorités, qui permet d'agir au service de nos compatriotes et de relever les défis. Regardez, on est dans une majorité relative. Beaucoup nous disaient ça va être bloqué, on ne pourra rien faire, il nous manque 40 députés, nous la majorité présidentielle, pour avoir une majorité absolue. Eh bien, on a démontré depuis un an, sous l'impulsion du président de la République et de la Première ministre, avec les parlementaires de la majorité, qu'on était capable d'agir pour nos compatriotes et de réformer pour nos compatriotes. Il y a eu 49 textes qui ont été adoptés dans le cadre d'une majorité relative, 20 textes d'origine parlementaire, 19 textes d'origine gouvernementale et 30 textes d'origine parlementaire. On a réussi à se donner des budgets. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, où aujourd'hui, républicains et démocrates sont incapables de se mettre d'accord et se sont retrouvés dans une situation dite de shutdown, où ils ne pouvaient pas avoir un budget pour les États-Unis. Nous, on a pu donner un budget au pays en 2023, et on va le faire en 2024, grâce à l'usage du 49.3. Et donc, on voit bien que notre Constitution permet la stabilité et l'action politique de la meilleure façon possible. Alors évidemment, tout ne va pas bien pour autant. On le sait bien. Il y a d'abord une abstention massive qui est évidemment un symptôme d'une crise démocratique, abstention qui augmente d'élection en élection, avec des gens qui vous disent ma voix ne compte pas, on ne me demande pas mon avis, ça ne sert à rien d'aller voter, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, on ne comprend pas l'enjeu, à quoi bon aller voter, ça ne changera rien. Il y a un rejet des politiques, l'image des politiques, des élites en général, mais des politiques en particulier est mauvais. Et ça touche même aujourd'hui les maires, ce qui est peut-être encore plus inquiétant. L'élu de proximité qu'est le maire est de plus en plus aujourd'hui critiqué et sa légitimité parfois critiquée ou remise en cause par les citoyens. Il y a une expression du mécontentement démocratique parfois par la violence. On a vu la crise des Gilets jaunes, on a les casserolades, on a parfois, vous parliez de la Corse, une expression du mécontentement démocratique qui ne se fait pas seulement pacifiquement, mais qui se fait aussi par la violence. Autant de symptômes d'une crise démocratique. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que pour la réforme des retraites, alors même que le président de la République en avait fait comme la réforme principale de son quinquennat, dans sa campagne présidentielle, que les députés qui sont dans la salle l'ont fait aussi dans leur campagne législative respective. Nous avons eu un débat avec les organisations syndicales, nous avons eu un débat parlementaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a eu un accord en commission mixte paritaire entre députés et sénateurs, et pour autant, beaucoup ont dit c'est un coup de force, c'est un déni de démocratie, alors même que le gouvernement, à travers le 49.3, mettait sa responsabilité en jeu en estimant que cette réforme était essentielle à la conduite des affaires de l'État,
de notre pays, et que donc on pensait que c'était si important qu'on mettait notre propre responsabilité en jeu. C'est un grand engagement démocratique. Eh bien, malgré ça, malgré tout ce que je viens de dire, toutes ces légitimités successives, beaucoup disaient que c'est un déni de démocratie. Là aussi, c'est un symptôme de cette crise politique. Et puis, il y a ce grand sentiment de manque d'efficacité de l'État, qui est bien souvent d'ailleurs exagéré, mais qui est un sentiment partagé par beaucoup. Lourdeur administrative, on ne sait pas qui est le responsable de quoi au niveau de l'État, entre l'État national, si je puis dire, l'État régional ou l'État départemental, telle ou telle agence plutôt que telle ou telle préfecture. Il y a la difficulté aussi à comprendre des problématiques qui sont des problématiques qui se posent à tous les pays. Je pense à la désertification médicale, qui se pose à tous les pays. Je pense par exemple à la question des remplacements, à l'attractivité des postes des métiers d'enseignants, et qui pourtant, chez nous, sont particulièrement représentatifs dans l'opinion publique d'un manque d'efficacité de l'action de l'État. Donc autant de problèmes, autant de marqueurs qu'il nous faut prendre en compte pour apporter auxquels il faut apporter clairement des solutions pour retisser du lien de confiance entre les Français et nous, retisser du lien de confiance entre les Français et les politiques, et relancer la vie démocratique positivement de notre pays. Et c'est ce qu'on va vous présenter juste après, ma chère Bariza. Merci Franck. Alors, cher Franck, tu reconnais la crise du politique et par voie de conséquence de la démocratie, mais tu penses qu'elle est challengée et que c'est une très bonne chose qu'elle soit challengée. Mais tu es optimiste. Tu es l'optimiste de l'étape. Et ça, c'est intéressant. État de droit, 65e anniversaire, solidité de la Constitution, stabilité, alternance, cohabitation, et j'en passe. Mais il y a des innovations. Et moi, je voudrais qu'on salue vraiment ces innovations. C'est le renouvellement avec une chose exceptionnelle qu'a été la parité à l'Assemblée nationale. Du fait, nous l'avons voulu, c'est Emmanuel Macron qui l'a voulu, et il y a eu au début du premier quinquennat une parité totale à l'Assemblée. Et puis quelque chose de très intéressant, c'est la culture du compromis qui est en train de se petit à petit s'immiscer dans nos interstices démocratiques. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Donc, je vais passer à la deuxième partie, qui est donc moderniser les institutions, le temps des décisions. Alors, pour moi, le plus grand risque pour notre démocratie serait de réformer nos institutions en redistribuant le pouvoir entre ceux qui le possèdent déjà. Et je m'explique. C'est le cas quand on concentre le débat sur des questions autour du cumul des mandats, de la proportionnelle, etc. Ce sont des débats qui permettent la redistribution du pouvoir entre les mêmes. Alors qu'il y a un nouvel entrant. Ce nouvel entrant, il demande à entrer, c'est le citoyen. Et donc la question que je vous pose, bien évidemment, tu as évoqué la question des gilets jaunes, la question des corps intermédiaires qui sont affaiblis dans notre pays, puisque les gilets jaunes ne se sont pas raccrochés à un corps intermédiaire. La remise en question du 49.3, alors que c'est un outil au service de l'exécutif et qui est un outil qui est légal et qui est finalement très très mal perçu. L'avènement des réseaux sociaux et de l'information en continu, ces grandes mutations sont autant de signaux inquiétants qui nécessitent aujourd'hui, encore plus qu'hier, de remettre le citoyen au cœur de notre système démocratique. Le président a ouvert la voie, là aussi, il a plaidé pour continuer à la faire évoluer dans le respect de ces principes fondateurs. Alors, comment recréer du commun? Comment rénover notre démocratie pour que les citoyens y adhèrent? Sacha. Waouh. Repartons des constats qu'on a faits, et pour le coup, avec peut-être un conseil de lecture pour commencer, qui est celui d'un effondrement. Lorsqu'on pense révision constitutionnelle, lorsqu'on pense organisation des règles communes, il y a un diagnostic qui avait été fait post-mortem, si je peux le dire, sur la troisième, qui a été fait par Marc Bloch, dans Les tranches des fêtes, qui nous dit, en somme, qu'une assemblée n'est pas faite pour gouverner, puisqu'il dit c'est un problème de savoir si une chambre faite pour sanctionner et contrôler peut gouverner, et ce qui montre toute la logique de la cinquième qui doit être préservée en ce sens, par la stabilité qui a été décrite
par Franck. Et puis 2, que ces assemblées qui sont pléthoriques, elles posent aussi un problème parce qu'elles diluent le pouvoir. Et ça, c'est important aussi, et ça donne du corps à l'idée qui avait été celle du président de la République initialement, de réduire le nombre de parlementaires pour augmenter leurs prérogatives, leurs moyens, et puis la nature des contrôles qu'ils peuvent exercer. Sans aller jusque-là au départ en livrant toutes les clés, ce que je veux vous dire d'abord, c'est qu'il faut voir ce qu'on a fait, et ce qui n'est pas perçu comme étant déjà une évolution, alors que sans avoir nécessairement réécrit le marbre de la Constitution, des choses ont été faites. La première chose, c'est qu'on a inventé beaucoup d'outils. Le grand débat national, la Convention citoyenne, le Conseil national de la rénovation ou encore les rencontres de Saint-Denis. Et que contrairement à ce que je lis dans les journaux, je trouve que pour certaines d'entre elles, elles ont déjà produit des effets qui sont conséquents. Prenez le grand débat national. Je tire au moins 3 réformes qui sont directement issues des doléances, si on peut les appeler comme ça, des participants au grand débat national. C'est le service public des pensions alimentaires. Voilà. Le fait qu'on ait créé des outils pour répondre aux familles monoparentales, pour que toutes les prestations qui sont dues à généralement les femmes, on peut se le dire entre nous, généralement les femmes, elles aient accès à des prestations auxquelles elles ont droit, c'est directement une réforme issue du grand débat national. Et c'est directement le fait que c'était des personnes que l'on voyait vêtues d'un gilet jaune, autour des ronds-points, et qui rencontraient le plus grande difficulté à boucler les fins de mois. La généralisation de la prime d'activité, le fait qu'on puisse l'élargir, l'augmenter, c'était pas avec l'avis du gouvernement à l'époque, Franck, sur cette question. On avait été quelques-uns à pousser au Parlement, mais c'est une conséquence des gilets jaunes. Le travail doit payer. Quand on a dit le travail doit payer, ça c'est notre philosophie collective du gouvernement, de l'Assemblée, mais ça ne trouvait pas la traduction concrète de l'augmentation de la prime d'activité et donc par conséquent de l'augmentation des revenus de ceux qui travaillent. Ça c'était un élément extrêmement important. Troisième chose, la baisse des impôts. Ça aussi, l'accélération de la baisse de l'impôt sur le revenu, c'est directement issu du grand débat. Tout ça pour vous dire quoi ? Que ces mesures, elles ont été prises dans une grande consultation publique, totalement inventée, hors cadre, et qui a permis de rendre la parole aux citoyens. Deuxième élément, les conventions citoyennes. Alors les conventions citoyennes, on salue celle de la fin de vie qui devrait aboutir sur un texte parlementaire, peut-être même adopté par voie référendaire, j'en sais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on le salue autant pour minimiser, relativiser, voire même détruire ce qui a été fait sur la Convention sur le climat. La Convention citoyenne sur le climat, rendez-vous bien compte, ça a été une révolution. Et pour vous en convaincre, je vais vous donner quelques mesures qui toutes sont contestées dès qu'elles sont mises en place. Pourquoi ? Parce que notre ambition sur le climat, elle était si importante qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de détricoter les textes qu'on a fait voter. La mise en place des zones de faible émission dans les métropoles. Tout le monde essaie de le détricoter. Le zéro artificialisation nette. Tout le monde nous dit que ce n'est pas possible alors que c'est une absolue nécessité. L'interdiction des véhicules thermiques à moteur. C'est pareil, on va nous expliquer que finalement on ne peut pas, on va le faire. L'interdiction des passoires thermiques, je ne peux pas ne pas passer là-dessus. On va le faire, on a eu raison de le faire. Il y a des gens qui ont eu 4 ans pour se donner les moyens. C'est une des conséquences de cette grande consultation citoyenne qu'a été la Convention citoyenne et qui est exigeante. Et puis j'ajoute à ça tout l'approvisionnement par des produits ou bio ou local dans toute la restauration collective du pays. Là encore, c'est que ces moments citoyens où on a mis le citoyen au cœur de la décision publique, qui ont été ratifiés par le Parlement, ont permis finalement de faire évoluer les choses. Il y a encore pour le CNR et les rencontres de Saint-Denis des choses à prouver. Donc qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ? Et c'est là où j'aurai des réponses et des questions, parce que je ne suis pas sûr d'avoir que des réponses. Je pense que pour le coup, pour que le citoyen s'intéresse à la Constitution doit s'intéresser à lui. Et un monarchiste au début de la Première République disait que les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil des peuples. Alors c'est un peu plus tard, c'était lors de la Restauration qu'il disait ça. Ce qui veut dire que la constitutionnalisation de l'IVG, lorsqu'elle est menacée dans d'autres pays, la consécration à l'article 1er de la Constitution de la protection de l'environnement, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir par une protection par le Conseil constitutionnel, soit par la saisine directement par les parlementaires, soit par la saisine par les citoyens, c'est une façon pour la Constitution de s'intéresser par des réformes sociétales au sort des gens. Le côté fonctionnel, alors, il y a le statut du parquet, il y a les questions d'organisation électorale, j'en ai parlé, et puis la question politique, et c'est là où j'ai une question, et ce sera peut-être mon ouverture en conclusion, c'est que c'est vrai qu'il y a une revendication régionaliste très forte, dont on peut avoir l'inquiétude qu'elle soit satisfaite. C'est aussi vrai qu'on a évité l'explosion calédonienne, parce qu'on a admis qu'il y avait un statut particulier dans la République.
Et donc, est-ce que ce statut particulier dans la République, il vaut aussi pour la Polynésie française? Est-ce qu'il vaut pour la Corse? Et qui permet, chacun à son rythme et chacun à sa façon, de faire la nation commune tout en restant la République française, le tout validé par des référendums. Ça a été le cas 3 fois en Nouvelle-Calédonie. Ça pourrait l'être en Corse, puisque ça a déjà été un sujet qui a été tranché en Corse, je crois que c'était en 2004 par un référendum. Et cette façon dont on reconnaît le sort dans la communauté nationale, c'est peut-être une façon de s'éviter la situation catalane ou la situation écossaise, et peut-être un temps ce qui a fait le lit et le terreau de la Ligue en Italie pour le nord de la péninsule. Merci Sacha. Alors je vais faire la punaise de lit. Parce que ce que tu as évoqué, convention citoyenne, grand débat, ça reste quand même le fait du prince. J'aime le prince, vous n'en doutez pas, mais ça reste le fait du prince. Et la question que le citoyen se pose, c'est comment, où il trouve une place réglementée, une place institutionnalisée. Avec l'écueil, bien sûr que s'il trouve une place, il faut faire attention à un écueil, c'est que si le pouvoir était pris par des populistes, qu'ils ne l'instrumentalisent pas ou qu'ils ne l'utilisent pas. Donc merci de ce rappel pour les femmes, pour la baisse des impôts, le travail doit payer, la prime d'activité. Tout ça, je pense qu'ici, on est conscient de tout ça, mais c'est bien de le rappeler. Alors, Benjamin. Je crois qu'en effet, implicitement, une question m'était adressée. Alors, je vais commencer par celle-ci, évidemment, puis ensuite, je parlerai également de la démocratie directe, parce qu'en effet, vous l'avez évoqué, et puis c'est un point tout à fait essentiel. Alors, j'aimerais être d'accord, c'est-à-dire, j'aimerais me tromper. J'aimerais fondamentalement me dire que sur ces sujets, je suis Cassandre, je suis pessimiste. La réalité, c'est que quand vous regardez partout ce qui s'est passé partout en Europe, il n'y a pas vraiment d'exception. Et la Nouvelle-Calédonie, là-dessus, est une situation qui est compliquée parce que vous savez qu'on a resserré le corps électoral. Donc on verra ce qui se passe à la fin. Mais fondamentalement, aujourd'hui, il y a tout de même un point de blocage. Je prends les exemples étrangers que vous avez pris, l'Écosse et la Catalogne. C'est très intéressant parce qu'en fait, les Écossais ne se sont pas réveillés du jour au lendemain en se disant « nous sommes indépendantistes ». D'ailleurs, le référendum que vous citez sur la Corse, il était négatif. Ils ont quand même eu une collectivité à statut unique, d'ailleurs par un amendement de nuit à la loi NOTRe, alors qu'il y avait eu un vote contre justement cette collectivité unique. Prenons l'exemple britannique pour essayer de joindre avec ce qui se passe en France. La devolution en Grande-Bretagne, c'est d'abord une revendication des Écossais. Dans un premier temps, ils disent non dans les années 70, et puis au début des années 2000, Tony Blair leur demande encore, et ils disent oui. Les Gallois ne sont pas très emballés. Mais malgré tout, on leur propose un statut de moindre autonomie et ils votent à 51% en faveur d'une autonomie moindre. Quelques années plus tard, qu'est-ce qui obsède la vie politique galloise? Attendez, on n'est pas des sous-écossais. Enfin, je veux dire, être un sous-écossais, c'est pas possible. Et donc, comme on n'est pas des sous-écossais, on veut un statut à l'écossaise, parce que sinon, notre identité est méprisée. Que font les Écossais une fois que les Gallois, en 2011, l'obtiennent? Ils disent, attendez, soyons sérieux. Les Gallois, ils sont anglais depuis le haut Moyen-Âge. Bon, certes, ils ont une culture à part, mais bon, nous, on est écossais. Enfin, William Wallace, Brevard, Liberté, vous avez vu tout ça, quoi. Et donc, ils obtiennent un statut mieux. Les Gallois disent, ça s'arrête un moment, je vous assure, on n'est pas des sous-écossais. On veut un statut à l'écossaise, mon sang. Ils l'obtiennent. Que disent les Écossais? Ils disent, parce que c'est comme ça, référendum sur l'indépendance. Catalogne. Vous avez un régime floral au Pays Basque qui permet à la collectivité de prélever directement les impôts sans passer par Madrid. Privilège qui date de l'union des couronnes en Espagne. Les Catalans sont super jaloux. Parce que vous comprenez, ça, ils ne peuvent pas l'obtenir. Rupture absolue de la souveraineté. Le Pays Basque est devenu une collectivité prédatrice en Espagne, qui vide le tissu économique de ses voisins grâce à ça. Les Catalans le veulent. Ils ne peuvent pas l'obtenir parce que là, c'est la mort de toutes les régions espagnoles. Résultat, on va former une jeunesse extrêmement radicale dans les universités catalanes qui un jour va demander aux autonomistes, au pouvoir, suivez mon regard également avec ce qui s'est passé en Corse. En Corse, vous avez un amphithéâtre Rocca Viva à l'université de Corté. C'est le nom d'un plastiqueur du FLNC quand même. On tolère ça aujourd'hui dans la République. Même pire, on le finance. Donc il y a des vraies questions à se poser sur la formation d'une partie de la jeunesse. Et donc c'est ce qui se passe en Catalogne, où finalement les autonomistes se disent, puisqu'on ne peut pas obtenir le régime floral, allez, banco, l'indépendance. La concurrence entre identités, c'est ça le problème. Ce n'est pas le degré de décentralisation. Le vieux fédéralisme, ce n'est pas un débat jacobin-girondin, fédéraliste, antifédéraliste. Le vieux fédéralisme allemand, par exemple, repose sur une égalité parfaite entre les Länder.
même compétence entre tous les Länder. Et même si c'est beaucoup mieux d'être bavarois, on va être d'accord, parce que qui aurait envie d'être saxon? Eh bien, malgré tout, même c'est quand même beaucoup mieux d'être bavarois, la Bavière et la Saxe ont un statut juridique égal. Et même si je veux plus, eh bien, je suis bavarois comme je suis saxon. Aujourd'hui, quand vous discutez avec Gilles Simeoni, quand vous discutez avec les nations corses, ils veulent un statut à la néo-calédonienne. La Nouvelle-Calédonie n'est pas dans l'Union européenne. On est au franc-Pacifique. Vous avez plus de suffrage universel. Est-ce que vraiment ils veulent ça, les Corses? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'ils veulent le statut de plus grande autonomie parce que c'est une reconnaissance de l'identité. Qu'est-ce qu'il veut, Loïc Chisney-Girard, en Bretagne? Un statut à la Corse, parce que c'est ce qu'il y a de plus autonome au sein de la métropole. Et donc, vous créez ensuite une concurrence identitaire où on lit statut particulier, identité, et là, on rentre dans un jeu de surenchère. On peut décentraliser beaucoup, on peut donner des compétences, on peut aider les cultures, mais induire une différence liée à des identités, c'est ouvrir une boîte de Pandore qu'on ne sait plus maîtriser. Et c'est ça le danger, vraiment. Ensuite, on peut financer les langues régionales, on peut aider, etc. Mais cette logique-là, qui était celle de nos voisins européens, on sait 30 ans plus tard que ça se passe mal. Sur la démocratie directe, je vous réponds. Je crois qu'il faut avoir confiance au peuple, dans le peuple. Il faut fondamentalement avoir confiance dans le peuple parce que des référendums d'initiative citoyenne, il y en a partout et en règle générale, ça se passe bien. Je suis absolument d'accord avec la constitutionnalisation de l'IVG. J'ai aucun problème avec ça et je pense que ça peut apporter quelque chose. Mais j'étais assez choqué de la manière dont on a conduit le débat, dont on l'a construit. Celui qui met en danger l'IVG aux États-Unis, c'est pas le peuple américain, c'est le juge. Première réaction en France, vite, constitutionnalisons. Encore une fois, je suis d'accord. Pour nous garder d'éventuelles dérives du peuple. Sauf que quand il y a eu des RIC sur l'interdiction de l'IVG aux États-Unis, ils ont tous été négatifs. Il n'y a pas eu un RIC qui est passé pour le rétablissement de la peine de mort aux États-Unis. Quand vous avez un vrai débat public, ça renvoie au débat public dont on parlait tout à l'heure. Le référendum est un très très bon outil. Je crois que si on a confiance dans le peuple et qu'on dit, voilà, pendant 6 mois, on va débattre d'un sujet, même si ce sujet, il peut amener des passions qui vont être des passions problématiques. Si on débat vraiment au fond, il faut faire le pari de l'intelligence. Parce que sinon, on a un peuple qui se dit, en fait, on ne me consulte pas, on ne me croit pas. Alors qu'en réalité, quand on débat réellement, les réponses n'ont jusqu'à présent sur les RIC jamais été ridicules. Ce qu'on a établi sur le référendum d'initiative partagée a été fait pour ne pas être utilisé en 2008. Traumatisé par 2005, on ratifie le traité de Lisbonne, le président de la République en parlait l'autre jour, en même temps. Et donc là, on a moins de frustration démocratique très forte. Et donc on dit, il faut quand même introduire quelque chose, mais il ne faut surtout pas que ça serve. 500 000 signatures en Italie, 4 900 000 en France. Vous voyez à peu près le delta. Par ailleurs, avec un droit de veto implicite du Parlement derrière. Si jamais on n'a pas un peu confiance, on ne peut pas estimer que les Français vont reconstruire la confiance dans le monde politique. La défiance que vous évoquiez bien. Enfin, je veux dire quelque chose qui n'est pas du tout populaire. Enfin, ici, mais pas dans la rue ou dans le milieu très gilet jaune dont je viens. On a la classe politique aujourd'hui la plus propre de l'histoire. Vraiment. Si vous regardez ce qui s'est passé en arrière, jamais la classe politique n'a été moins corrompue. Et pour une grande partie d'entre elles, elle est dévouée. On explique la crise de confiance parce qu'en réalité, il y a le sentiment que le politique ne nous représente plus, n'est plus en capacité d'agir en notre nom. Analyse, et je terminerai par là rapide, de la crise des Gilets jaunes. C'est intéressant, la crise des Gilets jaunes. La première revendication des Gilets jaunes, c'est quoi? C'est pas le RIC. La première revendication des Gilets jaunes, c'est voilà, j'ai faim, mes enfants ils ont du mal à manger, on m'impose une taxe, etc. Je veux qu'on m'aide à remplir mon frigo. Cette revendication-là, je dirais, elle est soutenue par la majeure partie des Français, tout le monde peut la comprendre. Ensuite, est-ce qu'elle est possible, pas possible? En tout cas, on dit, c'est pas réellement possible. Et c'est là que le RIC arrive. Le RIC, c'est pas quelque chose qui est à la base sur les ronds-points. C'est un instrument pour reprendre le pouvoir. C'est un instrument qui vise à dire, voilà, si jamais on ne veut pas, alors que je suis soutenu, m'aider à remplir mon frigidaire, à ce moment-là, l'État est un instrument. L'État, ce n'est pas une fin en soi. Je reprends le contrôle de l'État via quelque chose qui va me permettre de justement reprendre ce contrôle. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, 1, si jamais on ne donne pas le sentiment d'associer les citoyens dans la prise de décision, à un moment, ils ont 2 choix. Soit ils se replient sur la petite sphère privée, ils s'abstiennent, soit ils décident de tout faire exploser. Le RIC est la version optimiste, mais le populisme dont vous parliez tout à l'heure, c'est la version pessimiste, parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qui pourra?
Si moi, je suis un leader populiste et que je vous dis, écoute, voilà, le système t'empêche, moi, je pourrais. On explique aujourd'hui la popularité de Poutine par Helsinki. Il y a une scène que je vous invite à revoir sur la montée de Poutine. Il vient d'arriver au pouvoir, il y a un oligarque en face de lui à Saint-Pétersbourg, et il fait baisser les yeux à l'oligarque. Ça veut dire, si jamais tu n'obéis pas, quick. Après la Russie d'Helsinki, ça, c'est le retour du pouvoir. Et ça, c'est ce qui va fonder sa popularité sur lequel encore il tient aujourd'hui. Si jamais nous ne sommes pas capables de répondre à ça, en disant, voilà, on vous associe, en disant, voilà, on prend des décisions, mais ces décisions, elles ne sont pas absurdes. On va vous associer, on va vous faire comprendre par la démocratie directe ou en vous associant, en discutant, que ces décisions sont légitimes et nécessaires. À terme, c'est soit la dépolitisation, soit le despotisme. Donc le débat qu'on a là aujourd'hui, je crains malheureusement qu'il soit fondamental et qu'il conditionne tous les autres. Merci. Merci Benjamin. Alors pour moi c'était trop compliqué, gallois, écossais, je ne sais pas qui était avant l'autre, mais enfin peu importe. Ce que j'ai compris au final, c'est qu'il y avait une surenchère en matière d'identité, évidemment, il faut plutôt soutenir des référendums et faire le pari de l'intelligence collective en associant davantage le citoyen à la décision. Ce n'est pas une synthèse de ce que tu as dit, mais ce que j'ai vraiment retenu. Alors Franck, oui, merci. Comment on fait rentrer le citoyen ? Je ne sais pas si Poutine, c'est le roi de l'association des Russes aux décisions. Hein. Oui, enfin, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a besoin, manifestement, de moderniser un certain nombre de nos règles de fonctionnement démocratique pour permettre de renouer et de renouveler et de redynamiser et de réaffirmer un sentiment démocratique positif. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais il n'y a pas que ça. Et juste avant de revenir sur les institutions, je voudrais dire que, pour moi, quand même, la question de l'éthique d'engagement, la question de l'exemplarité, la question de l'image des politiques à travers ce qu'ils font, à travers la façon dont ils se comportent, à travers leur probité, est quand même un élément positif. Alors même si aujourd'hui on a la classe politique qui est la plus propre, comme vous dites, on pâtit quand même de beaucoup d'images du passé où la classe politique était un peu moins propre. Et ça reste très ancré dans les têtes. Et je pense que ça reste un élément sur lequel il faut, nous, en tant que responsables politiques, être absolument exigeants sur notre éthique d'engagement. Ensuite, ça passe aussi par chacun d'entre vous. Et moi, je voudrais vous remercier. Vous dire un grand merci à toutes et tous, parce que s'engager en politique, c'est hyper important. Et qu'on ne peut pas simplement se plaindre de la démocratie, se plaindre des élus, se plaindre du fait que notre pays va pas bien, sans jamais s'engager et sans jamais essayer de participer à l'effort collectif pour que les choses aillent mieux. Et quand on est un militant politique comme vous, eh bien, sachez que vous jouez un rôle absolument clé dans la vitalité de notre démocratie et vous jouez un rôle clé pour l'intérêt général. Et là, je voulais vous le dire d'une façon vraiment sincère. L'engagement citoyen en politique, c'est un engagement absolument clé pour l'avenir de notre démocratie. Et donc, merci pour ça. Ensuite, il faut continuer à se battre sur l'efficacité de nos politiques. Quand on est en responsabilité, qu'on soit maire, qu'on soit conseiller départemental, conseiller régional, ministre, député, on doit avoir comme obsession, et je peux vous assurer que le président de la République, il a cette obsession, de l'efficacité de nos politiques, de vraiment avoir comme obsession qu'on change concrètement la vie des gens et qu'on n'est pas là pour simplement avoir des honneurs, simplement pour être applaudi dans les meetings, simplement pour avoir une belle voiture, simplement pour je ne sais quel plaisir personnel ou comme affichage de tel ou tel pouvoir. C'est changer concrètement la vie des gens. Et on peut encore, sans avoir à changer les institutions, faire beaucoup mieux. Et c'est la tâche que nous a assignée le président de la République, de concrètement changer la vie des gens en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de sécurité, en matière d'économie, en matière de transition écologique, en matière de tous les secteurs du champ d'intervention de l'État. Et croyez-moi qu'on a une feuille de route que met en œuvre la Première ministre qui est absolument exigeante. Quelle est l'action qui est la nôtre et est-ce qu'elle change concrètement la vie des gens ? Vous avez parlé aussi de la communication, des états généraux de l'information. C'est vrai que dans une démocratie, pour que les compatriotes se sentent dans une démocratie dynamique, apaisée, où ils ont
où ils sont des acteurs de cette vie démocratique, il faut aussi qu'on s'assure d'une information de qualité, d'un accès à l'information de qualité, une régulation de la communication, de la télévision et du numérique. On a fait beaucoup, mais il nous reste encore beaucoup à faire en la matière. Je crois aussi que nous devons mieux communiquer. Pardon, on ne communique pas assez sur ce qu'on fait. On ne le communique pas suffisamment bien. Quand j'étais maire de Coulommiers, je peux vous assurer, je l'ai dit au président, je l'ai dit à la Première ministre, ils en sont aussi conscients. Quand j'étais maire de Coulommiers, tous les Colomiériens, ils savaient tout ce que je faisais. En général, je disais que je faisais plutôt des choses bien, même si je n'étais pas dans le déni et j'étais dans l'authenticité avec eux. Mais enfin, j'expliquais ce que je faisais. Et on n'explique pas, nous, suffisamment, nous, l'État, ce qu'on fait pour nos compatriotes. Et là, il y a un rôle très important aussi du parti, et Stéphane et toute l'équipe, on a vraiment la conviction que le parti doit jouer un rôle majeur. Et vous avez aussi, de ce fait-là, un rôle majeur à jouer pour expliquer ce que l'on fait, pour expliquer en quoi notre politique change concrètement la vie des gens. Et puis enfin, avant d'attaquer les institutions, l'éducation. Il faut qu'on continue de s'assurer que nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants ont les clés à l'école pour être des citoyens éclairés, pour acquérir l'esprit critique, pour acquérir une conscience citoyenne qui lui permet aussi de s'apercevoir de celles et ceux qui, de comprendre celles et ceux qui sont dans l'affirmation de contre-vérité, de fake news, celles et ceux qui sont plus dans la propagande que dans l'information. Bref, avoir des citoyens suffisamment éclairés pour leur permettre de faire les choix politiques importants. Sur nos institutions, on a beaucoup à faire, on aura beaucoup de débats là, dans les mois qui viennent. On n'a pas pu faire la réforme constitutionnelle, Sacha en parlait tout à l'heure, pour aller encore plus loin que ce qui a été fait en 2017 à l'arrivée d'Emmanuel Macron et de la majorité en responsabilité, pour moderniser nos institutions en termes de fonctionnement démocratique et en termes de représentativité. Je parlais tout à l'heure du renouvellement, mais sûrement qu'il faut effectivement aller peut-être plus loin dans un certain nombre de domaines. Moi, je suis un peu réservé sur la limite du cumul des mandats dans le temps. On le voit avec notre président, hein, franchement, si on pouvait l'avoir encore un quinquennat de plus, il ne faut pas le dire parce qu'on va dire qu'on veut changer la Constitution, mais enfin quand même. Franchement, on serait bien content de pouvoir le projeter encore 50 plus. Mais bon, c'est comme ça. Je ne suis pas certain quand un maire est en responsabilité depuis 2 ou 3 mandats, si on l'empêche de faire un 4e, si c'est vraiment une bonne chose pour les administrés de cette commune. Et puis c'est aux Français, c'est aux habitants de telle ou telle commune de prendre leurs responsabilités et de faire le choix. Limiter le cumul dans le temps des mandats, c'est aussi restreindre la capacité de choix de nos compatriotes. Et donc, moi, je suis un peu réticent sur cette proposition-là. Mais enfin, elle est sur la table, et comme la proportionnelle, comme un certain nombre d'autres éléments pour davantage de représentativité. Il faut aussi, effectivement, moi j'en suis absolument convaincu, dans l'ère médiatique, des réseaux sociaux, où l'actualité va à 100 à l'heure, on a besoin de davantage solliciter nos compatriotes, y compris au niveau national, sur les grands choix politiques. Et ce n'est pas pour autant qu'on met en concurrence la démocratie représentative et la démocratie participative. Il faut s'assurer que ça ne soit pas en concurrence. Et Sacha a eu raison de dire tout à l'heure qu'il faut faire attention sur les référendums, qu'on ne fasse pas des référendums sur un sujet qui vient d'être acté quelques semaines avant au Parlement, ou vice-versa, que le Parlement se saisisse d'un sujet en s'asseyant sur la décision qui a été prise par le peuple à travers un référendum quelques mois après le référendum. Donc ça, il faut s'en assurer. Le président de la République l'a d'ailleurs très bien décrit dans son discours sur le 65e anniversaire de notre Constitution. Mais pour autant, on doit penser que la démocratie directe, c'est complémentaire de la démocratie représentative et que c'est un tout qui, je pense, doit être davantage développé. D'ailleurs, c'est ce qu'a demandé le président de la République, qu'on réfléchisse à l'élargissement du champ du référendum en ce qui concerne l'article 11 de la Constitution, qu'on voit de quelle manière on peut permettre une utilisation du RIC ou du RIP plus régulier, avec la capacité d'aborder plus de sujets qu'on ne le fait aujourd'hui. Ça, je pense que c'est évidemment très important. Le CNR, grand débat, c'est absolument clé, on le voit, de mieux associer nos compatriotes à la décision. Pas simplement de prendre la décision, mais de les associer à la décision, même si, in fine, c'est la démocratie représentative qui tranche. On voit le Parlement européen, de ce point de vue-là, fonctionne beaucoup mieux que le Parlement français, avec toute une période pré-discussion des textes au Parlement,
où on a des moments où on sollicite les parties prenantes, on sollicite les citoyens pour leur dire voilà la problématique sur ce domaine de compétences, voilà les propositions qu'on fait. Et à chaque fois, on prend le temps, on discute, on pose la réflexion. C'est l'esprit des conventions citoyennes, c'est l'esprit d'une certaine façon du CNR, et c'est l'esprit d'une certaine façon de Saint-Denis voulu par le président de la République. Il y a des choses de fait, il faut aller sûrement encore plus loin, les institutionnaliser pour pas que ça soit simplement le fait du prince. Et ça va évidemment dans le bon sens. Sur la question qui a été évoquée des régions et des autonomies, etc. C'est une des grandes difficultés qui est devant nous, mais je crois qu'il faut absolument qu'on s'y attelle avec beaucoup de force. Je crois, moi, à titre personnel, qu'un des grands problèmes de notre pays, c'est qu'on n'a pas suffisamment conscience de la richesse de notre diversité. Diversité individuelle, diversité des territoires, diversité des histoires, et qu'on doit réussir à avoir une cohésion nationale, donner du sens à notre récit national, tout en faisant mieux vivre la diversité de notre société. Pour que chacun, dans sa diversité, dans sa différence, se sente mieux dans sa différence et donc un acteur plus fort du collectif national. Et je pense que c'est possible. Et que je pense qu'on peut, tout en prenant en compte la réalité historique, on peut se dire que la Bretagne est aussi en légitimité de demander la même chose que la Nouvelle-Calédonie ou que la Corse, sauf qu'il y a des réalités géographiques, culturelles, historiques qui sont différentes malgré tout et qui peuvent justifier des différences de traitement et donc de la différenciation. Je crois que la différenciation n'est pas un ennemi de la cohésion nationale, mais j'avoue que c'est un des grands défis, une des grandes difficultés dans les années qui viennent de notre organisation politique dans notre pays. Enfin, il faut avoir dans tout ça, et ça c'est un peu mon rôle de ministre en charge des relations avec le Parlement, c'est toujours dire aux ministres et parfois aux députés, attention les amis, on est dans un monde tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on peut avoir des belles idées, mais ensuite il faut les mettre en œuvre. Et une réforme constitutionnelle, c'est pas facile à mettre en œuvre. Et c'est peut-être d'ailleurs très bien, parce que moi j'aime bien certains constitutionnalistes ou certains de nos aînés qui disaient qu'il fallait réécrire ou écrire la Constitution avec une main tremblante, ou une main qui tremble. Et moi je crois plutôt, une main qui tremble. C'est important d'avoir ça en tête, et donc c'est difficile de faire une réforme constitutionnelle. Donc c'est bien de mettre tous les sujets sur la table, mais après il faut les hiérarchiser pour voir celles et ceux, les sujets qui peuvent concrètement être modifiés dans notre Constitution, modifiés dans notre loi. Et on va s'y atteler à la demande du président de la République. Le parti, vous le savez, est partie prenante de cette réflexion. Stéphane Séjourné a demandé aux militants de se prononcer sur un certain nombre de sujets. Je vous invite vraiment à le faire, à répondre à cette consultation, parce que ça va nourrir ensuite, évidemment, notre réflexion, nourrir ensuite notre projet politique que Stéphane Séjourné défendra dans les différentes institutions, et puis aussi, bien sûr, vos serviteurs. Voilà, merci. Merci Franck. Vos trois interventions ont été très riches, donc je ne vais pas en faire la synthèse, mais j'ai retenu quelques points. Et tu me donnes l'occasion de faire la transition avec le fait qu'il faut absolument toucher la Constitution avec la main qui tremble. J'ai honte de ce que j'ai fait parce que j'ai voté au Congrès la limitation des mandats pour le président de la République. Et tu ne peux pas savoir comme je le regrette aujourd'hui. C'est vraiment un des grands regrets de ma vie de parlementaire. Je vais te dire, moi aussi, je l'ai voté. Voilà. On n'avait pas idée de la conséquence que ça pouvait avoir parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait peut-être un président aussi jeune. Voilà. Alors, la parole à la salle, je crois, c'est ça ? Oui, la parole à la salle. Donc la parole à la salle, il y a des micros qui circulent. Oula. Alors, juste, s'il vous plaît, vous présentez-vous et une question à nos trois intervenants. Question rapide, évidemment, parce que vous êtes nombreux à vouloir la parole. Et puis, il faut qu'on vous réponde. Sachant que, Barisa, on a 10 minutes, un quart d'heure, je crois. Max, parce qu'après, il faut qu'on aille en plénière. OK. Alors, oui, allez-y. Allez-y, donnez la parole. Il y a quelqu'un derrière vous, là. Il y en a plein, là. Voilà, allez. Merci à tous pour cette observation et cette discussion. Alors, Fares Goucha, moi, je suis référent du comité du Paris 16. Juste deux éléments, vous en avez parlé. Est-ce que justement, ce problème de défiance ne vient pas aussi
d'une problématique de manque de confiance que le politique a parfois envers le citoyen. Notamment si on reprend le référendum de 2005, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens nous en parlent. Deuxième chose, est-ce que cette défiance ne vient pas aussi du fait qu'il y a certains engagements qu'on n'a pas honorés? Je prends un exemple, la loi NOTRe. Le président de la République de l'époque, François Hollande, avait dit on va supprimer les départements, on a rajouté des strates. Donc il y a aussi une problématique. Donc comment faire en sorte que le citoyen s'engage plus? Et je poserai une question sur le référendum. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir de ce référendum qui est très personnalisé tel que l'a appliqué De Gaulle et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à faire en sorte que le président de la République soit un arbitre au-dessus de la mêlée? Merci Fares de ces questions. On va prendre plusieurs questions. Par ici, au fond de la salle, s'il vous plaît. Donnez le micro. Oui, au fond de la salle, ici. Oui, bonjour. Isabelle Gastal, comité d'Asnières-sur-Seine. J'avais une seule question. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose de mettre en place le vote obligatoire, de rendre le vote obligatoire? Alors, le vote obligatoire. Oui. Une autre question? Oui. Philippe Matteau, président de la Fédération des Ardennes, ancien député. D'abord une remarque. J'étais au débat précédent. On a parlé d'Europe, on a parlé d'un tas de choses très intéressantes sur la transition énergétique. On n'a parlé qu'en milliards. Le français de base ne comprend plus ce qu'on raconte. Combien y a-t-il de foyers fiscaux en France? 40 millions. Ramenez le milliard aux 40 millions, vous parlez de 25 €, et les gens y comprendront. Si les politiques que nous sommes tous, surtout vous en responsabilité, on parlait aux gens un langage qu'ils comprennent, ça serait peut-être déjà mieux. Et ce n'est pas difficile. Deuxième chose, je partage totalement, sauf que ça ne t'étonnerait pas, Franck, ton opinion, il faut toucher à la Constitution avec une main tremblante. Par contre, on peut toucher à une chose sans main tremblante, c'est redonner aux élus leur prestige. J'ai été député il y a 25-30 ans, on était respecté. Aujourd'hui, le député est un esclave, partagé entre les comices agricoles de sa circonscription, le travail qu'il doit faire à Paris, parce que quand il n'est pas aux séances, il se... N'est-ce pas, monsieur le ministre? Oui. Pas le genre de la maison. Pas le genre de la maison, ça existe, parce que c'est pas le ministre. C'est pas le ministre qui gueule, c'est le groupe. Il faut rendre aux parlementaires leur... J'y peux rien, moi. Tenez. Rapidement, Philippe. Oui, parce non, qu'il mais y a- je il y a dis, non, beaucoup mais de c'est questions. important, parce que ça, c'est des choses qui... Si vous ne rendez pas aux politiques sa grandeur, tout le monde s'est tiré des balles dans le pied depuis 30 ans. Alors que j'étais à une époque où c'était pas joli, aujourd'hui, ça a été dit, c'est nickel. Cessons de nous tirer des balles dans le pied. Assumons. À l'heure des réseaux sociaux, on ne changera pas le fait que tout citoyen derrière son Twitter ou son Facebook est plus malin que tous les autres. Mais au moins, sachez exister. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est même pas une question. C'est un coup de gueule. Merci. On peut répondre peut-être à cette série de questions. Oui. Non. Une dernière peut-être. Oui, bonjour. Bonjour, Lise Chauveau, je suis du Vaucluse. Je suis responsable de comité à Bolène. Moi, je suis assez partante pour justement tout ce qui est numérique. Aujourd'hui, on a des applications qui permettent de visualiser et d'identifier les personnes grâce au visage. Donc, en termes d'identification, on arrive à des choses assez pointues. Est-ce qu'on ne pourrait pas voter grâce aux applications maintenant, grâce au numérique, évoluer, donc effectivement, laisser les personnes qui veulent aller dans les bureaux de vote ces jours-là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une facilité à faire en sorte que justement nos jeunes puissent voter de façon plus facile, avec, par exemple aussi, plus de temps, c'est-à-dire par exemple un vote sur 3 jours, avec peut-être un engagement de l'employeur à laisser partir le salarié pendant 1 heure. Peut-être ça les laisserait aussi, ça ferait en sorte qu'ils pourraient voter peut-être plus facilement, ça les motiverait peut-être plus. Merci beaucoup. On va peut-être commencer à répondre. Moi, sur ce point-là, évidemment, je suis plus fan de la modernisation des moyens de vote et de l'organisation des votes plutôt que le vote obligatoire.
un pays de la taille de la France, c'est à mon avis un peu compliqué d'aller vers le vote obligatoire, mais bon, j'entends le débat. En tout cas, je pense que sur l'organisation des scrutins et du vote, on peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus moderne pour permettre que davantage votent. Moi, je voudrais répondre sur la question de la confiance des politiques dans le citoyen. Il faut surtout qu'on ne change pas de visage lorsqu'on est élu, parce que moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où je suis devenu élu, j'étais plus du tout un citoyen. En tout cas, dans l'état d'esprit des personnes du mouvement avec qui j'avais créé les Jeunes avec Macron ou avec qui j'avais fondé toute l'aventure de En Marche. Et donc, on n'est pas différent parce qu'on est élu. Voilà, on a un mandat pour un temps qui parfois n'est pas souvent suffisamment respecté. Ce que dit Philippe est assez réel. Y compris par notre presse locale qui parfois fait beaucoup de chahut, de sorte que le politique est avant tout un citoyen et cette relation, elle est à nouer ou à renouer de façon beaucoup plus durable. Sur la question du vote obligatoire, moi j'y suis défavorable parce qu'on n'a pas d'obligation à mettre en face. Qu'est-ce qui se passe si le vote obligatoire n'est pas respecté? Est-ce qu'on retire les droits civiques? Et donc du coup, quelle est la conséquence pour une personne qui au départ ne voulait pas voter? Ça, c'est un élément qui, pour le coup, m'interroge. Dernier élément, sur la facilité pour le vote et sur le vote numérique. Là encore, j'ai quelques réserves parce que je vous raconte une toute petite anecdote. Dans ma circonscription, on a voté à plus de 55% pour les législatives quand le taux de participation était à 42%. Pourquoi? Parce qu'il y avait une NUPES très agressive en face de moi qui a surmobilisé son électorat. Elle m'a forcé à surmobiliser le mien en face. Et donc, c'est l'intérêt du vote qui a mobilisé les gens, qui les a plus mobilisés que ce qui avait été fait au niveau national, plutôt que la modalité de vote qui aurait pu conduire à ce que les gens participent. Alors, rapidement sur peut-être 3 points. D'abord, sur ce que vous disiez, monsieur le député, je crois que c'est très important. Ne serait-ce que parce que souvent on dit la démocratie, ça coûte cher. Vous comprenez, les parlementaires, l'exécutif. Là, vous voyez, c'est un téléphone. Bon, il est plus tout à fait tout jeune, il a à peu près 1 an. La démocratie, c'est, je crois, 6 € par an et par Français. Là, quand j'ai acheté ça, j'ai acheté 100 ans de démocratie. Donc, je veux dire, il y a un moment où il faut également reprendre conscience de ce sujet-là. La démocratie, oui, ça coûte cher. Mais je vais vous dire, la dictature, ça coûte plus cher parce qu'en réalité, on voit que les dictatures sont très corrompues et qu'en réalité, elles coûtent beaucoup plus cher à leurs citoyens quand vous avez un type qui décide à la tête et qui n'est pas réélu et qui supprime tous les pouvoirs publics. Donc, la démocratie, je crois que là-dessus, il faut en défendre le coup. Deuxième point, sur le vote électronique. Alors déjà, quand vous discutez avec les spécialistes, ils vous disent c'est difficile d'assurer et l'anonymat et la fiabilité du scrutin à 100%. Et surtout, je vous renvoie à une décision de la Cour de Karlsruhe en Allemagne qui l'interdit pour une raison qui m'apparaît essentielle. Elle dit si moi, individu, je ne suis pas capable de vérifier du début à la fin le processus de vote ou de savoir que je peux le faire ou qu'un semblable a pu le faire, le doute est permis. Et si le doute est permis, je peux avoir un doute. Et si j'ai un doute, eh bien, vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump. Dès le moment où je pense que le système est contre moi, j'ai un doute et je pense que ce n'est pas lui qui a été élu, c'est l'autre. Et donc là, il y a un vrai danger. Au vu du taux de confiance aujourd'hui, je comprends les arguments du point de vue pratique, mais je crois que notre société aujourd'hui a une confiance trop fragile pour s'aventurer sur ce terrain-là. Dernier point, je suis absolument d'accord sur le référendum. C'est un point essentiel. Pourquoi 2005 était un traumatisme? On a beaucoup dit les Français ont voté contre Jacques Chirac. Prenez les sondages TNS-Sofres. En novembre, Jacques Chirac est à 36% de cote de popularité. En mars, il est à 36%. Le oui au TCE est passé entre-temps de 65 à 45% selon les sondages CSA. Il y a eu un débat. Ce débat a malmené, ils ont eu raison, ils ont eu tort. Je ne rentre pas dans ces sujets-là. Mais ils n'ont pas voté contre Chirac. Il y a eu une politisation de la société. Moi, je viens d'un milieu, petite anecdote personnelle, je viens d'un milieu très populaire. Ma mère, pendant des années, a voté Chirac parce qu'il touchait le cul des vaches. Et la dernière fois, je ne vous dirai pas pour qui elle a voté. Ça commence par là et ça finit par sale. Et là, je l'ai vu acheter l'Humanité, le Figaro, Le Monde et potasser le sujet pendant 1 semaine. Et elle a voté en conscience. C'est peut-être trompé, peut-être, mais elle a voté en conscience. Si jamais on politise l'opinion, si jamais on lui pose une question, vous savez, je parlais d'espace public tout à l'heure et je terminerai là-dessus. La Révolution française, ce n'est pas d'abord des institutions. Les institutions, elles arriveront plus tard, en 1791. La Révolution française, c'est d'abord des clubs qui s'ouvrent. C'est 5000 journaux. C'est des gens qui débattent. Avant d'avoir des institutions, il faut qu'on ait un débat. Le référendum a un avantage, c'est qu'il permet le débat. Et le débat sans décision ensuite est également problématique. Si on veut un bon modèle, et je terminerai vraiment là-dessus, regardez ce qui se passe dans l'Ohio. Vous avez des référendums d'initiative citoyenne, mais chaque fois que vous en avez un, eh bien, vous avez une convention citoyenne qui est réunie et elle a un but, produire des argumentaires
débattre en commun pour qu'ensuite la réflexion soit étayée et que les citoyens qui décident sachent pourquoi ils décident, sur quels enjeux. Et ça, c'est un bon modèle, vous voyez. C'est pas le référendum ex cathedra, je pas une question plébiscitaire, et c'est pas non plus un référendum populiste. Donc il y a des solutions du point de vue du droit comparé, on a plein de trucs. Donc ne désespérons pas, la technique elle est là. Ensuite il faut la volonté, et je crois qu'aujourd'hui nous l'avons. Alors je vais prendre encore quelques questions avant d'aller en plénière. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Pardon. Ouais. Pour moi, pardon, bonsoir. Je suis Patrick du Paris 12e. Alors, vous avez parlé indirectement de la question que je voulais poser, mais vous avez parlé de l'Ohio, mais je crois qu'en Irlande, il y a un système un peu similaire de convention citoyenne qui prépare les arguments, parce que très souvent, le problème du référendum, c'est que on pose une question simple et parfois simpliste si on veut fausser le résultat sur des choses complexes, et cette convention permet effectivement de donner des arguments pour tout le monde. Donc c'est la question que je voulais poser, mais je voulais faire une remarque aussi concernant le résultat des dernières élections législatives comparativement aux élections à la proportionnelle. Finalement, l'avantage de la Chambre qui est sortie de ce processus-là, qui est resté un scrutin majoritaire, c'est qu'on a à peu près ce qu'on aurait pu attendre d'un régime, d'une élection au proportionnel, mais avec une différence de responsabilité des députés qui restent quand même chacun responsable devant une circonscription, devant des citoyens directement, et non pas ayant été sur une liste négociée au sein d'un parti, et donc peut-être une autre manière de sélectionner les gens. Donc c'est que finalement, c'est un résultat qui s'est révélé démocratiquement très intéressant. Merci. Une autre question. Bonsoir. Passez le micro, là, madame. Ici, s'il vous plaît. Voilà. La Marana Petit Diallo. Allez-y. Voilà. La Marana Petit Diallo, professeur de lettres et histoire. Ma question, elle est très simple et elle porte sur l'autonomie des régions qui tend vers le régionalisme. La République est fondée sur l'unicité. Ne craignez-vous pas qu'en accordant beaucoup plus d'autonomie à des régions qui ont plus revendiqué leur statut particulier que leur appartenance à la République, qu'il y ait un jour débordement, c'est-à-dire que chacun, se basant sur sa particularité ou son particularisme, demande à être reconnu? Merci. À vous, madame. Oui, merci. Ce serait plutôt permettez-moi, c'est plutôt une question par rapport à ce qui a été dit, l'abstention ou l'indifférence en politique aux politiciens, peut-être organisée en séance pédagogique politique, quelques missions ou des missions quotidiennement à la télé, et aussi, pourquoi pas, dans le programme scolaire. Merci. Merci, mais je pense que nous avons répondu à ces questions. Il me semble, en tout cas sur le régionalisme, Benjamin a parlé de son inquiétude, donc ça rejoint la question. À vous, monsieur, allez-y. Bonjour, Didier Guillot, donc ancien élu de Paris, en l'occurrence. Alors, moi, je voulais faire une petite remarque par rapport à ce que le monsieur venait de dire sur l'Assemblée. Aujourd'hui, il y a 10 jours, on vient d'élire une Assemblée qui est quand même importante, qui est le Sénat. Or, cette Assemblée a élu 80% de sénateurs de deux partis qui ont obtenu 6% des voix lors du premier tour des présidentielles de 2022. C'est-à-dire que là, pour le coup, le fossé entre ce qu'est la représentation nationale et ce qu'est la représentation réelle, elle est monstrueuse. On a 3 partis qui ont eu 75% des voix qui sont quasiment pas présents au Sénat. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps, tout simplement, ma question elle est simple, est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir à une proposition qui a été faite par Guy Carcassonne en 1993, ça fait longtemps, et il proposait une réforme très très simple, faire élire le Sénat à l'élection proportionnelle, tout en gardant au contraire une assemblée au scrutin majoritaire complètement pour l'Assemblée nationale. Et là, on aurait eu une assemblée où il y a le prime majoritaire et une assemblée où il y a une représentation totale des citoyens. Voilà. On va vous répondre. Alors, je suis un peu jugé parti parce que j'ai fait ma thèse sur le Sénat, donc là, vous voulez supprimer mon objet de thèse. Non, en réalité, ce que propose Carcassonne, ça a été fait quelque part, ça a été fait aux Philippines. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, si vous élisez la seconde chambre à la proportionnelle et l'autre chambre au scrutin majoritaire, eh ben, l'Assemblée la plus représentative et donc la plus légitime, ça devient la seconde. Et donc, on est obligé de transformer la seconde chambre en première.
Donc, vous voyez, en soi, alors, de quoi les élections sénateurs-là dont vous parlez sont révélatrices? Elles sont révélatrices d'un fait je crois qu'on a bien en tête si on veut comprendre aujourd'hui stabilité et déstabilisation du champ local. On n'a jamais eu cette situation-là. Les forces qui tiennent le champ national aujourd'hui sont peu implantées au niveau local, oui. Et les forces qui tiennent le champ local n'ont en effet une emprise très limitée sur le champ national. Et ça crée une opposition locale-nationale très difficile parce qu'en plus, on a supprimé le cumul des mandats, qui avait plein de défauts. Moi, je ne suis pas forcément pour, mais il avait quand même une vertu, c'était de construire ces liens-là. Et on a une administration déconcentrée qu'on est en train de reconstruire, mais qui a été négligée pendant des années. Et ça explique beaucoup de choses aujourd'hui quand on parle local. Je rejoins évidemment ce que disait monsieur tout à l'heure. Un point sur la proportionnelle. Il y a 1000 façons de faire de la proportionnelle. Hein. Il y a la proportionnelle israélienne ou à la néerlandaise, et là, c'est le chaos. Il y a la proportionnelle à ce qu'on fait en France au municipal. Et là, c'est démocratiquement, avec une prime majoritaire de 50%, très limitée. Donc, on peut avoir des méthodes de proportionnelle intéressantes, intelligentes. Il y a plein de modus vivendi entre les deux. Le mode de proportionnel qui permet de maintenir l'ancrage et en même temps d'avoir une représentativité intéressante, et je vous le renvoie sans vous le décrire parce que ça prendrait des plombes, c'est le mode de scrutin allemand. Hein. Les institutions allemandes ne sont pas parfaites partout, mais le mode de scrutin, je le trouve particulièrement intéressant. Oui, juste en complément, parce qu'il faut qu'on y aille après tous. Sur le scrutin proportionnel majoritaire, moi je suis quand même très attaché au scrutin majoritaire. Et donc, s'il devait y avoir de la proportionnelle, à mon sens, il ne faudrait qu'il n'y ait qu'une part de proportionnelle, parce que quand on est candidat à une élection, se présenter pour rassembler au deuxième tour une majorité de gens de son territoire, c'est quand même un état d'esprit différent de rassemblement, de dépassement, qui est bien différent du scrutin proportionnel, où on est là à marquer avec l'encre rouge ou le marqueur, le stabilo-boss, ses idées d'une façon très tranchée, très tranchante par rapport aux autres. Et je pense que le bon fonctionnement démocratique aussi, c'est certes défendre ses idées avec beaucoup de force et de détermination, mais à un moment donné, rassembler pour être dans le dépassement, c'est toute la démarche d'ailleurs du président de la République. Et puis, un mot sur le non-cumul des mandats. Contrairement à ce que certains disent, le non-cumul de mandat, c'est bête parce que ça empêche les élus nationaux d'être connectés au terrain. Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout parce que je pense que les députés, en tout cas moi je les vois, et les sénateurs sont très connectés avec le terrain, autant que quand ils étaient maires ou présidents de département ou présidents de région. C'est plutôt dans l'autre sens. C'est que les élus locaux ont le sentiment d'être complètement déconnectés des décisions nationales. Que les élus locaux, les maires qui avant étaient aussi députés ou sénateurs, avaient le sentiment d'avoir une part de la décision nationale. Et donc, le non-cumul des mandats a cassé ce sentiment et cette perception par les élus locaux de leur capacité à influer sur la décision nationale. Et donc, il faut, d'une façon très urgente, et le président de la République l'a bien en tête, retrouver la façon de mieux, certes, organiser notre millefeuille administratif, mais aussi mieux faire en sorte que collectivités territoriales, et donc les élus qui les représentent, et État et les élus qui les représentent, travaillent ensemble, ne soient pas dans une opposition forte entre eux, mais soient plutôt dans une cohérence, chacun avec ses responsabilités, chacun avec ses financements, chacun avec un périmètre de compétences clair. Et c'est un de nos grands challenges à venir aussi en termes de réforme constitutionnelle. Merci à vous tous. Merci à vous. Juste un petit mot de conclusion. Je voudrais dire que ce campus est le début d'un long chemin où il faudra convaincre dans tous nos territoires de ce projet européen fédérateur. Le président de la République est porteur du projet européen depuis toujours. Nous devons nous engager à 1000% pour les prochaines échéances et nous le devons au président de la République. Je vous invite maintenant à aller en salle plénière. Merci à tous.